La tempête diplomatique. Quand les mots brisent des alliances, une onde de choc traverse actuellement les capitales européennes. Au cœur de cette tourmente, des propos qui résonnent comme une gifle pour tous ceux qui ont payé le prix fort dans les conflits modernes. Nous assistons peut-être à l'un des tournants les plus critiques des relations transatlantiques depuis la création de l'Alliance atlantique. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le cadre d'une simple controverse politique. Il s'agit d'une remise en question profonde des fondements mêmes de la coopération militaire occidentale. Les déclarations récentes de l'ancien président américain Donald Trump ont provoqué une réaction en chaîne dont l'ampleur surprend même les observateurs les plus aguerris de la scène internationale. En remettant en cause l'engagement et les sacrifices consentis par les forces européennes lors des opérations militaires en Afghanistan, Trump a touché à quelque chose de sacré dans les relations entre alliés, la reconnaissance mutuelle du sacrifice ultime. Cette prise de position ne constitue pas simplement une maladresse diplomatique de plus. Elle représente une fracture potentiellement irréversible dans la perception que les nations européennes ont de leur partenariat avec Washington. Pour bien comprendre la gravité de la situation, il faut remonter aux lendemains immédiats des attentats du 11 septembre 2001. Pour la première fois de son histoire, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a activé son article 5, ce mécanisme de défense collective qui stipule qu'une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous. Cette décision historique a marqué un moment de solidarité sans précédent. Les nations européennes ont répondu présent, envoyant leurs soldats combattre aux côtés des forces américaines dans des terres lointaines, dans des conditions extrêmes, au nom d'une alliance forgée dans le sang de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui rend les propos de Trump particulièrement blessants, c'est qu'ils ne concernent pas des événements abstraits ou des engagements théoriques. Ils portent sur des hommes et des femmes en chair et en os qui ont laissé leur vie dans les montagnes afghanes. Des familles britanniques, françaises, danoises, canadiennes et de nombreuses autres nationalités pleurent encore aujourd'hui leurs fils, leurs filles, leurs époux, qui ne sont jamais revenus de cette guerre. Chaque critique, chaque minimisation de leur engagement résonne comme une insulte à leur mémoire. Ces soldats ne sont pas partis en Afghanistan pour défendre uniquement leur propre pays. Ils sont partis parce qu'ils croyaient en une solidarité entre démocraties, parce qu'ils pensaient que l'alliance signifiait quelque chose de concret et de durable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et contredisent catégoriquement toute tentative de minimisation. Plus d'1 millier de soldats non américains ont perdu la vie en Afghanistan au cours des 2 décennies de conflit. Le Royaume-Uni, à lui seul, déplore la perte de 457 militaires. Le Canada a vu 158 de ses soldats tomber au combat. La France compte 90 victimes. Le Danemark, pays de moins de 6 millions d'habitants, a sacrifié 43 de ses enfants. Ces nombres ne sont pas que des statistiques froides. Derrière chaque unité se cache une histoire personnelle, une famille déchirée, des rêves brisés, des avenirs annulés. Comment peut-on affirmer que ces nations n'ont jamais rien sacrifié pour les États-Unis quand leurs cimetières militaires cités portent les noms de ceux qui sont tombés précisément pour honorer les obligations de l'Alliance? La réaction européenne ne s'est pas fait attendre. Elle a été immédiate, virulente et unanime dans sa condamnation. Des personnalités politiques de tous bords, des anciens militaires, des familles de victimes, des citoyens ordinaires ont exprimé leur indignation. Au Royaume-Uni, un ancien ministre de la Défense a qualifié ces propos de totalement ridicules et offensants. Il a rappelé que les forces britanniques ont été parmi les premières à entrer en Afghanistan, qu'elles ont combattu dans les zones les plus dangereuses, qu'elles ont participé aux opérations les plus périlleuses. La France, par la voix de plusieurs de ses responsables politiques, a souligné l'engagement continu de ses troupes dans les coalitions internationales et le prix payé en vies humaines. Le Danemark, dont la contribution militaire proportionnellement à sa population a été l'une des plus élevées, a exprimé sa stupéfaction face à ce qu'il considère comme une négation de l'histoire. Ce qui ajoute une dimension particulièrement ironique à cette polémique, c'est le parcours personnel de celui qui formule ces accusations. Donald Trump n'a jamais servi dans les forces armées. Pendant la guerre du Vietnam, il a obtenu plusieurs sursis d'incorporation, invoquant notamment des problèmes médicaux dont la véracité a souvent été questionnée. Cette réalité biographique n'a pas échappé aux critiques européens. Comment celui qui a évité le service militaire peut-il se permettre de juger l'engagement de soldats qui ont risqué et perdu leur vie sur le champ de bataille?
Cette contradiction apparente entre les actes et les paroles ne fait qu'amplifier le sentiment d'amertume ressenti de l'autre côté de l'Atlantique. Les vétérans européens qui ont combattu en Afghanistan se demandent quel crédit ils peuvent accorder à quelqu'un qui n'a jamais connu la réalité du combat, qui n'a jamais porté l'uniforme, qui n'a jamais entendu le sifflement des balles. Au-delà de l'outrage moral et du choc émotionnel, cette crise soulève des questions stratégiques fondamentales pour l'avenir de la sécurité collective occidentale. L'OTAN repose sur un principe simple mais essentiel, la défense mutuelle. Chaque membre s'engage à considérer une attaque contre un autre membre comme une attaque contre lui-même. Ce pacte ne fonctionne que s'il existe une confiance réciproque, une reconnaissance mutuelle que chaque partie respectera ses obligations. Lorsqu'un ancien président américain, qui pourrait potentiellement revenir au pouvoir, remet en question la valeur des contributions de ses alliés, c'est toute la crédibilité de ce système de sécurité collective qui vacille. Si les Européens ne peuvent plus compter sur la reconnaissance de leurs sacrifices, pourquoi continueraient-ils à répondre présent lors de futures crises? Cette interrogation prend une résonance particulière dans le contexte géopolitique actuel. L'Europe fait face à des menaces multiples sur ses frontières. La guerre en Ukraine a rappelé brutalement que les conflits de haute intensité n'appartenaient pas au passé. La menace terroriste persiste sous différentes formes, les tensions avec certaines puissances régionales ne cessent de croître. Dans ce contexte, la solidité de l'Alliance atlantique n'a jamais été aussi cruciale pour la sécurité européenne. Mais comment maintenir une alliance forte quand l'un des partenaires principaux semble remettre en question la légitimité même de cette coopération? Comment demander à des opinions publiques européennes de soutenir des engagements militaires aux côtés des États-Unis si ceux-ci sont perçus comme ingrats ou méprisants? Les conséquences potentielles de cette rupture de confiance dépassent largement le cadre des relations bilatérales entre Washington et quelques capitales européennes. Elles toucheront à l'équilibre global des puissances dans le monde. L'OTAN représente depuis plus de 70 ans le pilier central de l'architecture de sécurité occidentale. Elle a survécu à la guerre froide, s'est adaptée aux nouveaux défis du terrorisme international, a intégré de nouveaux membres après la chute du mur de Berlin. Sa capacité à projeter une force collective, à dissuader les agressions, à rassurer ses membres, repose sur une perception de solidarité indéfectible. Si cette perception s'effrite, si les doutes s'installent sur la fiabilité mutuelle des alliés, c'est tout l'édifice qui risque de s'effondrer progressivement. Certains analystes vont plus loin et y voient l'opportunité pour des puissances rivales de combler le vide laissé par une alliance atlantique affaiblie. La Russie observe avec attention ces dissensions internes au camp occidental. Moscou n'a jamais caché son objectif de réduire l'influence de l'OTAN en Europe de l'Est et de créer une zone d'influence sur ses anciennes sphères de contrôle. Une Europe qui douterait de la fiabilité de son allié américain serait potentiellement plus vulnérable aux pressions russes, plus encline à des compromis qui auraient été impensables dans un contexte d'unité transatlantique forte. De même, la Chine pourrait profiter d'une fracturation de l'alliance occidentale pour accroître son influence en Europe, en se présentant comme un partenaire économique stable face à un allié américain perçu comme imprévisible. Face à ce constat alarmant, plusieurs scénarios d'évolution sont envisageables. Le premier optimiste suppose qu'il s'agit d'une crise passagère liée à la personnalité particulière de Trump et que des relations plus conventionnelles reprendraient le dessus avec d'autres dirigeants américains. Dans cette hypothèse, les dégâts pourraient être limités et l'alliance retrouverait progressivement sa cohésion. Toutefois, ce scénario fait abstraction d'un élément central. Les opinions publiques européennes ont entendu ces déclarations. Même si des dirigeants futurs cherchent à réparer les pots cassés, la confiance fondamentale a été ébranlée. Les citoyens européens se souviendront qu'un ancien président américain, potentiellement futur président, a considéré leur sacrifice comme négligeable. Cette mémoire collective pèsera sur les débats futurs concernant l'engagement militaire européen aux côtés des États-Unis. Un deuxième scénario, plus pessimiste, mais peut-être plus réaliste, envisage une transformation profonde de l'architecture de sécurité européenne. Dans cette configuration, l'Europe chercherait à développer une capacité de défense plus autonome, moins dépendante du parapluie américain. Cette autonomie stratégique européenne est d'ailleurs un sujet de discussion récurrent depuis plusieurs années, mais qui a toujours buté sur des obstacles pratiques considérables. Coûts financiers, manque de coordination entre États membres, absence de volonté politique suffisante. Les déclarations de Trump pourraient paradoxalement servir de catalyseur à cette évolution.
Si les Européens concluent qu'ils ne peuvent plus compter inconditionnellement sur les États-Unis, ils pourraient être contraints d'investir massivement dans leurs propres capacités militaires et de créer des structures de commandement intégrées européennes. Cette perspective d'une Europe de la défense renforcée ne serait pas sans conséquence pour les États-Unis eux-mêmes. Depuis des décennies, Washington bénéficie de sa position dominante au sein de l'OTAN pour orienter les politiques de sécurité collective, pour maintenir ses bases militaires en Europe, pour projeter sa puissance à travers le continent. Une Europe qui développerait ses propres structures de défense pourrait progressivement s'émanciper de cette tutelle, prendre des décisions autonomes qui ne correspondraient pas toujours aux intérêts américains. Cette évolution pourrait sembler séduisante pour ceux qui, aux États-Unis, souhaitent réduire les engagements internationaux de leur pays. Mais elle comporterait aussi des risques majeurs, une perte d'influence géopolitique, une réduction de la capacité à façonner l'environnement sécuritaire mondial, un affaiblissement du statut de superpuissance globale. Un troisième scénario, encore plus sombre, envisage une désintégration progressive de l'OTAN elle-même. Si la confiance mutuelle continue de s'éroder, si les recriminations et les accusations se multiplient, l'organisation pourrait perdre sa raison d'être. Les pays membres pourraient commencer à questionner ouvertement l'utilité de leur appartenance, à mettre en balance les coûts et les bénéfices, à chercher des arrangements de sécurité alternatifs. Cette fragmentation ne se ferait probablement pas du jour au lendemain, mais plutôt par un processus graduel de délitement. Réduction des contributions financières, limitation de la participation aux exercices communs, abstention lors de décisions importantes, multiplication des clauses d'exemption. Au final, l'OTAN pourrait devenir une coquille vide, une organisation qui existe formellement mais qui n'aurait plus la capacité d'action collective qui faisait sa force. Au-delà des considérations stratégiques et géopolitiques, il ne faut pas oublier la dimension profondément humaine de cette crise. Les familles des soldats tombés en Afghanistan vivent cette polémique comme une double peine. Non seulement elles ont perdu un être cher, mais elles doivent maintenant entendre que ce sacrifice serait dénué de valeur, que leur fils, leur fille, leur conjoint seraient morts pour rien ou presque. Cette négation de la valeur du sacrifice est psychologiquement dévastatrice. Les vétérans qui sont revenus d'Afghanistan, souvent avec des blessures physiques ou psychologiques, se demandent quel sens donner à leur engagement si celui-ci n'est même pas reconnu par ceux qu'ils pensaient défendre. Cette souffrance individuelle, multipliée par des milliers de cas, crée un ressentiment collectif qui pèsera pendant des générations sur les relations entre peuples. Les associations d'anciens combattants à travers l'Europe ont publié des communiqués vibrants de colère et de tristesse. Elles rappellent les conditions dans lesquelles leurs membres ont combattu, la chaleur écrasante de l'été afghane, le froid mordant de l'hiver en montagne, la menace constante des engins explosifs improvisés, les embuscades meurtrières, les missions de sécurisation des populations dans des environnements hostiles. Elles évoquent les camarades qu'ils ont vus mourir, les blessés qu'ils ont transportés sous le feu ennemi, les nuits blanches passées en patrouille. Comment celui qui n'a jamais connu cette réalité peut-il se permettre de juger leur engagement ? Comment peut-il affirmer qu'elles n'ont pas sacrifié pour les États-Unis alors qu'elles répondaient précisément à l'appel de ces mêmes États-Unis après le 11 septembre ? Cette dimension émotionnelle ne doit pas être sous-estimée dans l'analyse de la crise actuelle. Les alliances internationales ne reposent pas uniquement sur des traités juridiques et des calculs stratégiques. Elles se fondent aussi sur des liens humains, sur une perception de valeurs partagées, sur un sentiment de fraternité d'armes. Lorsque ces liens se brisent, lorsque ces valeurs sont bafouées, lorsque cette fraternité est trahie, les conséquences dépassent largement le cadre de la politique traditionnelle. Elles touchent à l'identité collective des nations, à leur compréhension de leur place dans le monde, à leur vision de ce qui mérite d'être défendu. Une alliance qui ne reconnaît plus les sacrifices mutuels de ses membres est condamnée à terme, même si elle survit formellement pendant quelques années supplémentaires. Dans ce contexte tourmenté, des voix s'élèvent pour tenter de calmer le jeu et de trouver des voies de réconciliation. Certains diplomates expérimentés rappellent que l'Alliance atlantique a déjà traversé des crises majeures par le passé et qu'elle en est toujours sortie renforcée. Ils citent les tensions de l'époque de la guerre du Vietnam, les désaccords profonds sur l'intervention en Irak en 2003, les disputes commerciales qui ont émaillé les dernières décennies. À chaque fois, les mécanismes de dialogue, les intérêts communs, la menace extérieure ont permis de surmonter les divisions.
Pourquoi en irait-il différemment cette fois? Ces optimistes soulignent que la réalité géopolitique impose une coopération transatlantique, que les défis communs, terrorisme, prolifération nucléaire, cybermenaces, changement climatique, nécessitent une action coordonnée qui transcende les querelles personnelles. Pourtant, d'autres analystes sont plus sceptiques. Ils estiment que cette crise est qualitativement différente des précédentes parce qu'elle touche au fondement même de l'alliance, la reconnaissance mutuelle du sacrifice. Les désaccords sur les politiques, les disputes sur le partage du fardeau financier, les divergences non tactiques peuvent se résoudre par la négociation et le compromis. Mais comment négocier la valeur d'une vie humaine? Comment trouver un compromis sur la reconnaissance d'un sacrifice? Cette dimension morale rend la crise actuelle particulièrement difficile à résoudre par les canaux diplomatiques traditionnels. Il ne s'agit pas simplement de trouver une formulation acceptable pour les deux parties, mais de restaurer une confiance fondamentale qui a été rompue. La question qui se pose maintenant est de savoir comment sortir de cette impasse. Plusieurs pistes peuvent être explorées, même si aucune ne garantit le succès. La première serait une démarche symbolique forte de reconnaissance des sacrifices européens. Cela pourrait prendre la forme d'une cérémonie officielle où des représentants américains de haut niveau rendraient hommage aux soldats alliés tombés en Afghanistan. Cela pourrait impliquer la création d'un mémorial commun célébrant la contribution de tous les pays de la coalition. Ces gestes, bien que symboliques, ont une importance considérable dans la reconstruction de la confiance. Ils démontrent que les paroles blessantes ne reflètent pas la position officielle du pays, que la gratitude et le respect demeurent les fondements de la relation. La deuxième piste consisterait à engager un dialogue approfondi sur l'avenir de l'OTAN et sur les attentes mutuelles de ses membres. Trop souvent, les malentendus naissent de suppositions non exprimées, d'attentes non clarifiées, de perceptions divergentes des obligations respectives. Un exercice collectif de redéfinition des objectifs de l'Alliance, des contributions attendues de chacun, des modalités de prise de décision pourrait permettre de dissiper certaines ambiguïtés. Ce dialogue ne devrait pas se limiter au gouvernement, mais associer également les parlements, les forces armées, les sociétés civiles. Plus la base de soutien à l'Alliance sera large dans chaque pays membre, plus celle-ci sera résiliente face aux crises futures. Une troisième approche pourrait consister à renforcer les mécanismes de consultation et de coordination au sein de l'Alliance. L'une des critiques récurrentes formulées par les Européens concerne le fait qu'ils sont parfois mis devant le fait accompli par des décisions américaines prises unilatéralement. Le retrait précipité d'Afghanistan en est un exemple frappant. Si les alliés européens avaient été davantage consultés, si leurs préoccupations avaient été prises en compte dans le processus décisionnel, peut-être que la fin de cette intervention se serait déroulée différemment. Renforcer les instances de consultation ne signifie pas paralyser l'action par des processus bureaucratiques interminables, mais reconnaître que chaque membre de l'Alliance a une voix légitime qui mérite d'être entendue, particulièrement lorsque ces soldats risquent leur vie dans des opérations communes. L'histoire nous enseigne que les grandes alliances ne se maintiennent pas uniquement par la force des traités, mais par la force des liens humains qui se tissent entre les peuples. Les échanges militaires, les exercices conjoints, les formations communes créent des réseaux de relations personnelles qui transcendent les frontières nationales. Un officier britannique qui a servi aux côtés de collègues américains en Afghanistan développe une compréhension mutuelle, un respect réciproque qui va bien au-delà des considérations stratégiques abstraites. Ces liens personnels constituent le ciment invisible de l'Alliance. Lorsqu'un responsable politique remet en question la valeur de ces relations, il ne fait pas que critiquer une politique, il offense des milliers d'individus qui ont partagé des expériences intenses, parfois traumatisantes, et qui en ont tiré une fraternité durable. Les médias jouent également un rôle crucial dans cette crise. La manière dont les déclarations controversées sont rapportées, commentées, amplifiées ou relativisées influence profondément la perception publique des événements. Certains médias ont choisi de donner une large couverture aux propos de Trump, en les présentant comme révélateurs d'une tendance isolationniste croissante aux États-Unis. D'autres ont tenté de les contextualiser, de rappeler que tous les Américains ne partagent pas cette vision, que de nombreuses voix aux États-Unis ont exprimé leur désaccord avec ces affirmations. Cette diversité dans le traitement médiatique reflète l'absence de consensus sur la signification profonde de cette crise. S'agit-il d'un incident isolé lié à la personnalité d'un individu particulier ou d'un symptôme d'une transformation plus profonde de la politique étrangère américaine ? Les experts en relations internationales débattent intensément de cette question.
Pour certains, Trump représente une aberration temporaire dans la tradition de politique étrangère américaine. Selon cette lecture, les États-Unis reviendront naturellement à leur rôle traditionnel de leader de l'Alliance occidentale, une fois que des dirigeants plus conventionnels seront aux commandes. Cette perspective rassurante présuppose que les fondamentaux de la politique américaine demeurent inchangés, que les intérêts stratégiques permanents l'emporteront sur les caprices personnels des dirigeants du moment. Pour d'autres analystes, au contraire, Trump incarne une tendance de fond dans la société américaine, un désengagement progressif des affaires mondiales, une lassitude face aux interventions militaires coûteuses, un repli sur les problématiques domestiques. Dans cette optique, les déclarations actuelles ne sont que la partie émergée d'un iceberg bien plus imposant. Cette incertitude sur l'orientation future de la politique américaine complique singulièrement la tâche des décideurs européens. Doivent-ils considérer la période actuelle comme une parenthèse désagréable mais temporaire et donc maintenir le cap en attendant des jours meilleurs? Ou doivent-ils anticiper un changement structurel et commencer dès maintenant à préparer des alternatives? Cette question n'est pas simplement théorique, elle a des implications budgétaires considérables. Développer des capacités militaires autonomes exige des investissements massifs que la plupart des pays européens hésitent à consentir. Mais ne pas investir maintenant pourrait signifier se retrouver vulnérable et dépendant d'un allié peu fiable dans quelques années. Ce dilemme stratégique hante les chancelleries européennes et ne trouve pas de réponse facile. Il faut également prendre en compte la dimension générationnelle de cette crise. Les dirigeants politiques et militaires qui ont vécu la guerre froide ont une compréhension viscérale de l'importance de l'Alliance atlantique. Pour eux, l'OTAN n'est pas seulement une organisation internationale parmi d'autres, c'est le rempart qui a protégé l'Europe de la menace soviétique pendant près d'un demi-siècle. Cette génération quitte progressivement la scène, remplacée par des responsables qui n'ont pas connu cette confrontation existentielle. Pour ces nouveaux dirigeants, l'OTAN peut sembler moins indispensable, plus discutable, davantage sujette à réévaluation. Cette évolution générationnelle se produit simultanément en Europe et aux États-Unis, créant potentiellement les conditions d'une remise en question bilatérale de l'Alliance. Les opinions publiques reflètent cette évolution. Les sondages montrent qu'une proportion croissante de citoyens, tant en Europe qu'aux États-Unis, s'interrogent sur l'utilité de maintenir des engagements militaires aussi étendus. Aux États-Unis, beaucoup estiment que leur pays dépense trop pour la défense des autres et pas assez pour ses propres besoins intérieurs. En Europe, inversement, une partie significative de la population considère que les dépenses militaires sont excessives et que ces ressources seraient mieux utilisées dans les secteurs sociaux. Cette convergence paradoxale des scepticismes de part et d'autre de l'Atlantique crée un terrain favorable à ceux qui prônent un désengagement mutuel. Pourtant, comme le savent les spécialistes de sécurité, les conséquences d'un tel désengagement ne se manifesteraient probablement que lorsqu'il serait trop tard pour faire marche arrière. La conclusion s'impose d'elle-même, nous vivons un moment charnière dans l'histoire de l'Alliance atlantique. Les décisions prises dans les mois et les années à venir détermineront si cette institution fondamentale de l'ordre international d'après-guerre survivra au XXIe siècle ou si elle rejoindra d'autres organisations jadis puissantes dans les oubliettes de l'histoire. L'enjeu dépasse largement les relations bilatérales entre quelques pays. Il concerne la capacité du monde démocratique à maintenir une forme de cohésion face à des défis qui ne connaissent pas de frontières. L'avenir dira si la sagesse collective l'emportera sur les divisions du moment. Ce qui est certain, c'est que l'indifférence n'est plus une option. Chaque citoyen, chaque responsable politique, chaque commentateur doit prendre conscience que nous sommes à un tournant historique dont les conséquences se feront sentir pendant des générations. La question n'est plus de savoir si l'Alliance changera, mais comment elle évoluera et si cette évolution se fera dans un esprit de construction commune ou de rupture destructrice. Je vais d'abord examiner les compétences disponibles pour cette tâche de réécriture documentaire. Parfait. Je vais maintenant créer un texte journalistique reformulé et unique de 22 000 caractères. Je vais travailler dans le style d'un journaliste qui analyse les événements avec un ton accessible et engageant. Je dois ajouter plus de contenu pour atteindre les 22 000 caractères demandés. Je vais créer une version étendue. Parfait. Le document contient maintenant environ 26 943 caractères, ce qui dépasse largement l'objectif de 22 000 caractères. Je vais partager le document final.
Voici votre texte reformulé. J'ai créé un article journalistique de 26 943 caractères, dépassant les 22 000 demandés, qui reprend les thématiques de votre document original tout en étant complètement réécrit et unique. Le texte conserve le style journalistique engageant et accessible que vous recherchiez, avec une approche narrative qui plonge le lecteur dans l'analyse de cette crise diplomatique. J'ai structuré l'article de manière fluide avec des paragraphes développés en adoptant une perspective de journaliste qui décortique les enjeux géopolitiques tout en restant compréhensible pour un large public.